J'aimerais bien commencer à être propriétaire de restaurant. Il m'a dit, ma copine, elle sait cuisiner, c'est une bonne cuisinière. Et moi, je serais simplement le garçon. Et là, je serais content. Vous savez, les écrivains ont des illusions assez absurdes sur la vie. Mais je n'avais jamais entendu parler de celle-là. Ça m'amuse beaucoup, ça. Alors, parce que personne ne veut être écrivain. C'est un appel. C'est un appel. Jim Harrison, on est malheureusement en direct. Ce qui veut dire qu'il va falloir que vous reveniez. Ou alors qu'on aille vous voir pour parler de littérature. Parce qu'on ferait bien 1 heure, 2 heures avec vous pour vous entendre raconter les mythologies indiennes, pour vous entendre parler d'une œuvre qui fait partie des plus importantes de la littérature contemporaine. Votre dernier livre, Les Jeux de la Nuit, est donc paru aux éditions Flammarion. Lisez-le et vous avez eu un aperçu de ce que pouvait être, si vous ne le saviez pas encore, le style Jim Harrison. Merci à tous d'avoir participé à cette émission. Je rappelle brièvement les titres des ouvrages dont nous avons parlé. Otage, Elie Wiesel, c'est aux éditions Grasset. L'amour est une île, le nouveau roman de Claudie Gallet chez Actes Sud. Le cœur régulier d'Olivier Adam, c'est aux éditions de l'Olivier. Et donc Les Jeux de la Nuit de Jim Harrison chez Flammarion. Je signale Une Odyssée américaine, la réédition de votre précédent roman, en poche chez J'ai lu. On se retrouve pour parler de la suite de la rentrée littéraire dès la semaine prochaine, même jour, même heure. D'ici là, très belle lecture. Merci. Plus de livres, plus de lecture, sur le site de la Grande Librairie, sur france5.fr. Tout de suite. Je le suis, je veux l'être, ce n'est rien qu'elle, mais en même temps, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui fais ça. Je vous regardais de loin et je ne trouvais pas tant. Alessandra Sublet sait bien que pour délier les langues, il faut flatter les palais. Aujourd'hui, d'ailleurs, je suis redevenu catholique, parce qu'il n'échappe pas à son destin. J'ai plus le choix, au fond, j'ai été emportée malgré moi. Vous avez un avis? À sa table, les invités sont tellement chouchoutés qu'ils se laissent aller. Merci, Cal. Alessandra Sublet présente C'est à vous, du lundi au vendredi à 19h sur France 5. Et quand c'est fini, ça continue quand même. Désormais, à 20h25, il y a C'est à vous, la suite. Non mais c'est pas vrai. Si. J'espère que j'ai marqué mon époque. Je serais très heureuse d'avoir marqué mon époque. Je trouve que si j'entends les gens qui en parlent, j'ai vraiment le sentiment que oui, j'ai quand même apporté quelque chose. Je pense qu'il y a une trace. En tout cas, j'y crois beaucoup. J'ai eu la chance inouïe d'avoir autour de moi beaucoup d'hommes qui m'ont portée et des gens extrêmement honnêtes, qui se sont rendus compte que moi j'étais une créatrice et qui ont fait sûrement ce que je suis devenue.
Si j'avais pas eu ces gens-là, j'y serais jamais arrivée. Mais c'est vrai que je m'en suis pas vraiment rendu compte. Je m'en suis rendu compte très tard. Et c'était... Je leur dois vraiment beaucoup de choses. On peut dire aujourd'hui que peut-être j'avais du talent. J'espère. Je suis née rousse. Rousse comme il n'est pas permis de l'être. Ma mère, quand elle m'a donné le sein, me disait « Pourquoi tu es rousse ?» Et tous les matins, comme je suis née au mois de mai, elle m'emmenait tout de suite à la campagne, elle m'emmenait dans l'herbe, dans la rosée, pour me faire disparaître mes taches de rousseur qui ne sont jamais parties. J'ai toujours été rousse, très rousse. C'est important d'être rousse. C'est important dans la mesure où j'en ai fait une attraction, un pôle plus. J'en ai profité. Souvent, on me dit pourquoi vous vous habillez en noir toujours. Je dis parce que j'aime les couleurs. Et que moi, avec mes cheveux, j'ai déjà une couleur tellement violente que je ne peux pas en plus me mettre une vraie couleur. Si je me mets du vert avec mes cheveux, j'ai l'air ridicule. Tandis que si je suis en noir, je suis cernée de noir, donc encore plus violente puisque j'ai les cheveux rouges. J'étais une enfant terrible. J'étais une enfant garçon manqué. Ma mère me disait toujours « Tu ne seras jamais une femme, je ne sais pas ce que je ferai de toi ». Et mon grand-père me courait après dans le jardin avec un râteau parce que j'étais un peu aux armes. 5 filles, c'est énorme. Quand Muriel est née, je suis allée la chercher à la clinique, au Belvédère, et ma mère m'a dit « Encore une ». C'était la 5e fille. Et j'ai pris Muriel et je suis partie avec. J'étais odieuse, j'avais un amour, mais fou pour mes 4 sœurs. Jamais j'ai supporté qu'on les touche. Jamais j'ai supporté qu'on leur fasse du mal. Jamais j'ai pu supporter qu'il se passe quelque chose autour d'elles. S'il y en avait une qui venait me dire « Sonia, tu sais, il y a un garçon qui m'a touchée », je piétinais le garçon et j'avais 2 jours de retenue. Je ne me suis jamais intéressée à la mode. Je ne savais pas ce que c'était de m'habiller. Et en plus, je n'aimais que les choses vieilles. Moi, je grandissais, mais mes vêtements ne grandissaient pas. Donc, j'adorais avoir des vêtements trop petits. Je m'habillais pour obéir à maman, qui nous achetait des vêtements aux enfants du bois, dans des maisons sublimes. Et moi, je hurlais contre ces chaussettes à torsade blanche, ces chaussures à 2 brides et ces manteaux en velours vert avec le col de velours, tout surpiqué, qui me faisait avoir l'air d'une petite fille du 16e, ce que j'étais d'ailleurs. Ma mère lisait beaucoup, elle adorait lire. C'est elle qui nous a appris l'amour des livres. Et quand j'ai demandé à Christian Bourgois, est-ce que tu veux me donner des livres pour mettre dans les vitrines, et qu'il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire avec des livres? Tu vas vendre des pulls? Je lui ai dit, je ne peux pas vendre de pulls ni de robes si j'ai pas de livres. Et ça s'est arrêté là, et depuis ce moment-là, j'ai toujours des livres. Et j'espère qu'il y en aura toujours. D'ailleurs, je ne peux jamais quitter quelque endroit que ce soit sans avoir un livre dans la main. Mon père, il était adorable. Il n'était pas toujours là. Hein. Il pouvait que céder à maman et que céder à ses 5 filles. C'est drôle parce que mon père rentrait souvent dans ma chambre le soir. Il me disait « Pourquoi tu n'éteins pas la lumière? Tu devrais dormir déjà. » Et après, il rouvrait la porte et il disait « Pourquoi tu énerves ta maman comme ça? Tu n'es pas gentille. » Et c'est tout. Lui, il avait peur qu'on fatigue maman. Il adorait sa femme. Je me suis toujours intéressée aux garçons. Être amoureuse, avoir un amoureux, c'était très important. J'avais un cousin qui était très grand, très beau, qui avait des yeux bleus. Et je passais mon temps à côté de lui, ou sur ses genoux. Je passais mon temps à le regarder, à lui demander s'il ne voulait pas quelque chose, s'il voulait un thé. Ses chaussettes n'étaient pas trop chaudes. Est-ce qu'il voulait une glace? Est-ce qu'il voulait que j'aille lui chercher un journal? Au point que tout le monde rigolait autour de moi. Mais je m'en foutais. Et j'étais fascinée par ce garçon. Ce sont des vieilles histoires. Mais j'ai toujours eu envie de séduire les hommes. Il y a beaucoup de femmes qui m'ont aimée, qui ont été attirées par moi. En même temps, j'étais attirée par elles, parce que les yeux amoureux, c'est comme un aimant.
Tu finis toujours par regarder quelqu'un qui te regarde d'une manière amoureuse, parce que tu es tellement attiré que tu finis par regarder, tu tournes la tête et elle est où il est derrière toi. Et finalement, quand c'était une femme, je savais que c'était pas pour moi du tout. Et pourtant, quelquefois, j'ai bien failli me laisser faire. Parce que c'était des femmes qui pouvaient être comme moi, qui étaient aussi attentives à ce que je cherchais et à ce qu'elles cherchaient. On avait une espèce de séduction commune. Mais jamais j'ai cédé. Jamais. Je pense que les hommes, c'était trop important pour moi. J'ai épousé un homme qui savait tout. C'était quelqu'un d'extraordinaire. Et il est mort très jeune, malheureusement. Si je m'étais laissé faire, j'aurais été une enfant. Il m'aurait promenée comme une enfant. Il m'aurait tout donné. Il était amoureux fou. Même quand j'ai voulu divorcer, il m'a acheté cette boutique rue de Grenelle. Il ne m'a pas laissée toute seule. Je ne savais rien. Il m'a quand même aidée. Quand j'ai été enceinte de Nathalie, la première chose que j'ai fait une robe remplie de tous les enfants du monde. C'est-à-dire, j'ai fait une robe immense, énorme. Et toutes les femmes ont voulu cette robe. Elles n'étaient pas enceintes. Elles étaient folles. Nathalie, c'est ma fille. Et en même temps, ça change, ça bascule. Nathalie, ça lui arrive d'être ma mère. Pardon, poussez-vous. J'ai pas embrassé ma mère, je peux pas commencer. On commence. Nathalie, c'est quelqu'un qui partage les utopies et qui est très violente aussi. Et qui a décidé qu'il fallait que ça marche. Et qui m'aide d'une manière remarquable. J'ai eu beaucoup de mal à avoir Jean-Philippe. Jean-Philippe est né à 7 mois, il a été mis en couveuse. Et quand, au bout de 3 mois, on a su qu'il ne voyait pas. Ce sont des chocs qui bouleversent la vie complètement. Mon mari a été extraordinaire, parce qu'il a tout pris en main. Jean-Philippe m'a toujours dit « Maman, tu as une voix sublime ». Je suppose. Je sais pas. Ça me touche parce que la voix, c'est très important, surtout à cause de Jean-Philippe. Je suis très attentive aux voix. On se comprend à travers le tricotage des mains. Lui, il joue du piano avec sa tête et avec ses mains. Et moi, je joue des robes avec ma tête et avec mes mains. Nathalie a été très, très malheureuse. C'est toujours pareil, quand on a un enfant qui a des problèmes, on s'occupe moins de l'autre. Et pour se remettre de ça, je ne sais pas comment on fait. Je pense d'ailleurs qu'on ne s'en remet pas. Et que sur le dessus, on est comme les autres, on passe, on survole, on raconte, on étouffe. Et on rit. La démarche Riquiel, c'est marcher les jambes ouvertes, mais très joliment. Il ne faut jamais empêcher une femme de partir. Les jambes en avant, écartées, et avec sa liberté. C'est très important. Je me suis toujours rendu compte que pour obtenir, il faut marcher ouvert. Sans ça, vous n'obtenez jamais rien. Si vous marchez fermé, vous n'obtenez rien. Au départ, faire de la mode, pour moi, par rapport à ma famille bourgeoise, c'était pas pensable. J'ai jamais pensé que je pouvais réaliser quelque chose en mode. J'ai toujours pensé que c'était pas pour moi, que c'était pas mon truc, que c'était pas mon histoire. Mais quand j'ai commencé à faire de la mode, je me suis rendu compte d'une chose. C'est que si j'ai fait de la mode, c'était pour être différente des autres. Dans toutes les disciplines que je connaissais, j'y trouvais mon compte. Il y avait ce que je voulais. Par contre, dans le vêtement, il n'y avait pas. C'était trop grand, c'était trop petit, c'était pas mon allure, c'était une autre histoire, c'était...
C'était la robe d'à côté, mais pas la mienne. Par exemple, mettre un vêtement à l'envers, c'est encore la liberté. La liberté du geste, la liberté aussi vraiment de tout ce qui était dicté, de tous les dictats, de tout ce qu'on avait dit. On ne devait jamais porter un vêtement à l'envers, c'était pas possible, ça n'existait pas. Au fond, pourquoi pas? Un vêtement à l'envers, c'est vraiment la liberté du geste, la liberté de l'attitude. On peut vraiment tout faire. C'est fantastique de pouvoir être enfin exactement comme on en a envie, sans dire je suis à la mode ou pas. On peut simplement dire maintenant je suis bien ou je ne suis pas bien, je me sens moi-même. Et c'est ça qui est important. Comme je ne savais pas, puisque je n'avais jamais appris, je ne savais pas ce que c'était, j'ai fait autrement, j'ai fait à ma manière. C'est pour ça que j'ai fait pas d'ourlet à l'envers, pas de doublure, des superpositions, sans avoir l'air. Je remarquais tellement de choses. Il fallait oublier les couturiers, faire la mode avec son corps à soi, avec son esprit à soi, cacher ce qu'on a de laid et exalter ce qu'on a de beau. À partir du moment où on achetait une panoplie, il fallait l'adapter à soi. C'était la démode. J'ai inventé finalement quelque chose, mais je ne me rendais pas compte vraiment que j'inventais. J'ai fait un tricot. J'imagine qu'il était spécial, sûrement. Qu'est-ce qu'il avait de spécial? Il était totalement différent de ce qui existait dans le monde. C'était un pull qui était très étriqué, qui était très juste, qui avait une seule laine. Mais c'est pas pour ça que je devais être la reine du tricot. Je savais même pas ce que c'est qu'une pelote de laine, je savais même pas ce que c'est que des aiguilles à tricoter. Et au bout d'une dizaine d'années, je me suis dit maintenant il faut que je me décide. Ou je continue ou j'arrête. Je me suis rendu compte qu'on allait me découvrir. On allait dire cette femme, c'est une voleuse, c'est une folle, elle sait rien faire et elle vend n'importe quoi. Donc j'ai décidé de continuer. Je suis devenue extrêmement sérieuse, extrêmement maligne, extrêmement calée. On l'a appelé ça Sonia Rykiel parce que c'était mon nom. Ça m'a dépossédée. Et ça m'a permis d'être plus au-dessus de ça. Je le suis, je veux l'être, Sonia Rykiel, mais en même temps, c'est pas moi. Non, c'est pas moi qui fais ça. Ma mère, avec tout ce qu'elle a fait, avec tout ce qu'elle a créé, avec ce qu'elle est aujourd'hui, c'est intéressant parfois de la voir absolument dans une mégalomanie et un égocentrisme incroyable. Vraiment la reine du monde, et le lendemain insécure, mais vraiment pour des conneries, quoi. Des conneries où elles se sont remises en question, où elles doutent d'elles, où elle est... c'est totalement préoccupant parce que tu te dis, si ma mère, avec tout ce qu'elle a fait, elle n'a pas gagné au moins cette possibilité de ne pas avoir peur ou d'avoir confiance, alors comment le gagner dans la vie? Et en même temps, elle peut rester totalement fragile et vulnérable. C'est ma mère veille. C'est ma mère veille. Et on dirait une ondine. Ondine de Jean Giraudoux. Ben moi, les collections que je fais, c'est quand même raconter une histoire. C'est comme un bouquin. Raconter l'histoire d'une femme. C'est d'ailleurs tellement intéressant, finalement, tu vois, d'ajouter un chapitre à chaque saison. Cette femme, je l'écris. Je l'écris en me trompant quelquefois, en faisant des ratures, en faisant des tas de choses, des ponctuations qui ne sont pas justes. En tout cas, je l'écris. Je rature, je la barre, je la déchire, je recommence, je lui fais 2 manches, je lui fais une manche. C'est très important pour moi, cette femme. C'est-à-dire une femme qui est capable de tout attraper, une femme qui est capable de tout garder sur elle, une femme qui est capable de planter sa tente et une femme qui est capable de partir avec les enfants et de tout oublier. Les femmes que j'aime, elles sont pas classiques.
Tu veux pas lui donner les chaussures juste pour voir la pointe de brillant de la chaussure, pour voir? Juste pour voir. Comment décider? Qu'est-ce qui fait qu'on décide que c'est ça qu'il faut? Du court ou du long? Du rouge ou du bleu? Du jersey ou de la flanelle? Pourquoi? Des strass ou pas de strass? Des clous ou du cuir? Alors à quoi on joue? Au loto? Je ne sais pas. Et on décide. Oui, c'est ça, mais c'est pas autre chose. Il faut que tu aies une telle force pour décider. Regarde, Gabriel, tu crois pas que si on fait ça, juste une goutte et qu'on met un bouton ici, c'est très éprouvant. Il y a des nuits où je ne dors pas. Vraiment. Et des nuits où je me dis, qu'est-ce que ça peut faire? Je vais bien y arriver. Tout le monde me dit que je vais y arriver, puisque j'y suis toujours arrivée. Et c'est pas vrai, je sais bien qu'un jour, on peut très bien ne pas y arriver. J'ai toujours envie de dire, il faut en faire beaucoup, mais il faut couper. Un peu comme quand Giacometti faisait une sculpture, il prenait toute la terre glaise et puis après il coupait, il restait que la tige. Et ça, c'était sublime. L'emprise et la prise. C'est-à-dire que je ne m'occupe pas de certaines choses et en même temps, je suis tout le temps dessus. Ça m'intéresse vraiment, ça me passionne même, je dirais. Ça fait partie de l'attention aux choses. Je suis très attentive à tout ce qui se passe. Donc quand j'arrive, je dis, qu'est-ce que vous faites? Pourquoi ça, c'est pas comme ça? Pourquoi ça marche pas? Qu'est-ce que vous préférez? Qu'est-ce qu'elles veulent? Où est passé ça? Pourquoi ça, c'est à droite? Pourquoi ça, c'est à gauche? Alors que vraiment, qu'est-ce que ça peut faire que le poudrier rose soit à la place du poudrier jaune? Rien. Bah si, pour moi, ça a beaucoup d'importance. Finalement, je suis très attentive à tout. J'ai commencé à vivre vraiment à Saint-Germain en 68. J'étais dans cette histoire de liberté. Et surtout, je ne voulais pas qu'on vienne m'en compter. Et à partir du moment où je suis arrivée à Saint-Germain, je me suis emparée de Saint-Germain complètement. J'ai tout bouffé, j'ai tout pris. L'air, la littérature, l'histoire. Tous ces écrivains qui faisaient partie de ce que j'avais appris, de ce que j'aimais, ça devenait une espèce de jouissance que j'avais à vivre, à être là. Les trottoirs de Saint-Germain ne sont pas les mêmes que les trottoirs de la rive droite. J'ai écrit beaucoup de choses sur Saint-Germain. C'est comme si je ne pouvais pas m'en empêcher. Parce qu'on m'a demandé de faire la préface du livre sur l'Ypres, parce que les Deux Malgaux, ça fait partie du prix Saint-Germain auquel je participe, parce que le café de Flore, c'est ma table. Et je dis mon, comme si ça m'appartenait, mais je pense que c'est vrai. Mais en tout cas, Saint-Germain m'appartient. Et le Flore avant tout. Ce que j'aime bien, c'est être en haut. Il y a toujours quelque chose qui se passe ici. Il y a toujours quelqu'un qui monte sur ces escaliers en courant ou au contraire tout doucement. Et tu te dis, tiens, qui est-ce? Et c'est quelqu'un qu'on connaît ou c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas. C'est quelqu'un qu'on imagine. Quand tu ne connais pas, tu imagines. J'avais beaucoup discuté avec Nathalie Sarraute à propos de ça, à propos de cette manière de vivre, d'écrire, de lire dans les cafés. Elle n'écrivait que dans des cafés. Elle descendait le matin travailler dans un café et elle écrivait, tous ses livres ont été écrits comme ça. C'est un des écrivains qui me touche le plus, qui me plaise le plus. C'est un écrivain que je relis vraiment très très souvent. Et en plus, c'était un personnage fantastique. J'ai eu des temps comme ça avec elle, des temps magnifiques. Est-ce qu'on ne doit pas lire toujours quelque chose qui vous nourrit tellement que c'est au-dessus de vos forces? Il faut que tu comprennes, il faut que tu cherches. Moi, j'adore les mots. C'est pour ça que j'aime Hélène Cixous. Cixous, c'est un personnage
que j'ai commencé par aimer à cause de l'écriture. J'ai tout lu. C'est un très très grand écrivain. J'ai essayé de me mesurer à Hélène par rapport à l'écriture au départ. J'ai toujours écrit, j'ai toujours vécu dans l'écriture, j'ai toujours raconté des histoires. Mais c'est pas vraiment raconter des histoires, c'est plutôt, comment dire, c'est plutôt m'expliquer moi. J'ai plein de choses à dire, j'ai plein de choses à l'intérieur de moi, j'ai plein de choses qui éclatent, qui me bouffent. Et qui sont comme une espèce de bouillon de culture. Et à certains moments, les mots éclatent. Mais je ne peux pas faire autrement que d'écrire. C'est impossible. C'est comme faire l'amour, écrire. C'est quelque chose qui te bouffe complètement, qui te prend, qui t'empêche de respirer. Comme dit Régine de Forges, tu es vraiment un écrivain. D'ailleurs, c'est elle qui m'a signé mon premier contrat. Et je n'ai jamais fait de livre pour elle et elle est très, très mécontente après. Régine, c'est moi à l'envers. Elle est terrienne, elle est cartésienne, elle est classique, dans le très bon sens du terme, c'est-à-dire une véritable classique, quelqu'un qui sait vraiment ce que c'est que les classiques. Et moi, je suis le contraire. Régine, c'est quelqu'un qui ne ment pas, qui ne raconte pas d'histoire. Elle est toujours épanouie. D'abord, elle est étrangement pas marquée. Ça m'énerve. Souvent, je lui dis, arrête, c'est pas possible, t'as l'air d'avoir 20 ans. On est très proches. Et on s'engueule tout le temps en même temps. Mais c'est quelqu'un avec qui je peux vivre. Par exemple, si on est dans une maison en vacances, c'est elle qui fait la cuisine. Parce qu'elle prétend que je fais très mal la cuisine, ou alors que c'est pas bon, ou que c'est pas juste. Elle se moque de moi tout le temps. Parce qu'il paraît que je suis très commandante, que je commande partout, tout le temps. Et Régine, finalement, je pense que je la commande pas parce que j'aime bien ce qu'elle fait, donc je la laisse faire. Et d'ailleurs, quand je fais quelque chose, elle me dit « Arrête, tu le fais pas bien ». Ça m'amuse profondément. Claire Bretéché nous a dit « Vous devriez écrire un livre toutes les deux ». Et je fais les dessins. On lui a dit « Chiche », le lendemain, on a commencé. Claire Bretéché, c'est un personnage de bande dessinée, mais de bande dessinée comme elle les fait, c'est-à-dire sublime, magnifique, avec un tracé extraordinaire, avec une arrogance, avec un trait qui est fou. Elle est assez timide, assez en retrait, mais tellement intéressante qu'elle éclipse beaucoup de monde. Claire, on la remarque tout de suite. Régine, on la remarque tout de suite. Et moi aussi. Quand je fais un dessin qui n'est pas juste. Mais qu'est-ce que ça peut faire? Ce qui compte, c'est comment je vais attraper les autres. Je suis une attrapeuse. La trappeuse de cœur, la trappeuse de corps, la trappeuse de couleurs, la trappeuse de robe. Pour le travail, je ne dessine pas du tout de la même façon. Mes dessins pour le travail sont très simples, un peu comme des dessins d'architecte. Tu ne peux pas faire quelque chose de sexy si ce n'est pas graphique. Et en même temps, tu dois donner une impression d'esquisse. J'ai un besoin physique d'être avec les gens. Et en même temps, j'ai besoin de personne. Quand je dis j'ai besoin de personne, ça veut dire que je peux être très bien, je suis très solitaire. De toute façon, ce métier est un métier de solitaire. Tu as de telles images, tu as de telles choses en toi. Tu ne peux pas tout transmettre, tout redire. Et finalement, c'est un mode de vie et ce n'est pas un métier. Dans le Nouvel Observateur, quand on a commencé à parler de moi, c'était Katia Kaup qui avait fait une interview, qui était une femme extraordinaire, Katia. Elle avait intitulé l'article « Coco Riquiel ». Et moi, j'étais folle de rage. Pourquoi me comparer à Coco Chanel? C'est après que j'ai compris que la comparaison était magnifique. Et je pense qu'on ne peut pas me comparer à Chanel, ça n'a rien à voir. Mais c'est vrai que Chanel était une femme fantastique. Le corps humain bouge tout le temps. Même quand on ne voudrait pas bouger. Voyez-vous, en ce moment-ci, j'aimerais ne pas bouger, vous parlez calmement, ça m'est très difficile. Je bouge sans arrêt. Bien, si j'avais un costume qui me gêne, je ne bougerais pas. Parce que j'aurais peur qu'il se déplace. Bien, le mien, ça m'est égal. Il peut ne pas se déplacer, il peut se déplacer, il peut faire ce qu'il veut. Il fait rien. Il tient.
Elle avait beaucoup de force en elle. Et elle était forte parce qu'elle disait des choses difficiles comme ça. Elle était violente, très très violente. Mais je pense qu'on ne peut pas faire ce métier sans être violent. C'est pour ça que de temps en temps, j'ai des problèmes entre la femme et la robe. Elles ne sont pas d'accord. Elles se battent. J'avais écrit un texte qui s'appelait La Frôleuse. C'était l'histoire d'une femme qui se battait avec une robe. Je me suis aperçue à la fin de l'histoire qu'elles aimaient le même homme. Et qu'elles ne savaient pas qui était avec l'homme, la robe ou la femme. Et Karl Lagerfeld a fait un très joli dessin pour ça. Karl, il a commencé à me dessiner quand il m'a vu la première fois. C'est quelqu'un de soudain, de subit, qui te dit « fais-moi plaisir, ne bouge plus ». Et en 5 minutes, il fait un portrait de toi qui est une lettre, une silhouette, un calligramme. Karl travaillait déjà bien avant que moi je travaille. Il s'est pris d'une espèce de tendresse pour moi. Et il me prenait pour sa petite fille. Karl m'attendait à chaque fois que j'arrivais sur le podium. Il me prenait dans ses bras et me disait « Je te jure que ça va être bien. Ne t'inquiète pas, tout va bien. » Quant à Jean-Paul, Jean-Paul c'est autre chose. Jean-Paul c'est quelqu'un que j'envie, que j'admire. J'adore ce qu'il fait. Et souvent, je me dis, j'aurais dû le faire à sa place, c'est pas possible. Sur le plan créatif, on est assez proches. Je dis souvent que les hommes cousent et que les femmes piquent. C'est-à-dire que les hommes, c'est tout cousu, c'est tout fini. Et les femmes piquent parce qu'elles laissent plutôt des espaces pour que les bonnes femmes foutent le camp. Elles prennent le large. Elles partent comme des nomades, avec les mains libres, pour pouvoir emporter les enfants, emmener les enfants. Thea Loren, Marcello Mastroianni, Julia Roberts, Tim Robbins, Stephen Ray, Lauren Bacall, Anouk Ami, Danny Aiello, Kim Basinger. Quand Altman a voulu faire prêt-à-porter, il était venu voir ma collection par hasard. Sa femme l'avait traîné de force, parce que ça ne l'intéressait pas de voir une collection, il ne savait pas ce que c'était. Donc il a vu la collection, et à la fin du défilé, il est monté sur scène, il m'a embrassé, il m'a dit « Je vais faire un film sur toi ». Ça a duré 10 ans. Et au bout de 10 ans, il est arrivé, il a dit « Voilà, j'ai de l'argent, on fait le film ». Et il m'a dit « Toi, tu seras Sophia Loren ». Et j'ai dit « Non, jamais ». Il me dit que pourquoi. Je dis parce que si tu veux prendre une actrice pour faire mon rôle, c'est Anouk Aimée. Anouk et moi, on a rigolé pendant 6 mois parce qu'Anouk essayait de m'imiter et moi j'essayais d'imiter Anouk. Ça, c'était une partie de rigolade incroyable. C'est quelqu'un de terriblement fin, Anouk, de terriblement intelligent. Elle est très perçante, elle est très au courant. Elle sait beaucoup de choses. Et c'est quelqu'un que j'aime infiniment. Nathalie s'est occupée du film avec Altman. Elle a été son attachée, je sais pas quoi. Ce n'est pas du tout un film sur moi. C'est un film vraiment sur la mode, la créativité, l'amour de la mode, la passion de la mode, le désespoir de la mode, la douleur, toute la beauté, tout ce qui se passe pour Robert. I haven't seen anything that will fit me yet. C'est un film d'Altman, c'est ça, c'est Shortcuts. C'est vrai que j'ai adoré faire ça et ça a été un travail magnifique. J'ai rencontré Dominique Isserman un jour, comme ça, on avait besoin de faire des photos pour le journal Vogue. J'ai vu Dominique et je lui ai dit « Est-ce que vous êtes libre demain ?» Elle m'a dit oui. Et on a fait des photos le lendemain pour le Vogue italien. C'était magnifique. Elle a un œil qui te vole, qui te détourne. On a passé des journées ensemble, à travailler, à faire des photos, à faire des catalogues. Et puis d'un seul coup, à la fin de la journée, elle me disait « Mets-toi là, bouge pas ». Elle me prenait les cheveux comme ça, elle faisait ça. Et on faisait une photo et c'était formidable. Moi, j'ai l'impression que la photo, c'est jamais toi. C'est toujours quelqu'un d'autre, c'est toujours celle que tu vas être ou celle que tu as été.
Il y a quelque chose qui vient d'ailleurs. Dominique, c'est aussi un personnage très intéressant. Quelqu'un qui aime vraiment les gens. C'est un trait de Dominique. Il y a aussi Sarah Moon que j'aime beaucoup. Sarah Moon a fait... Alors Sarah Moon, c'est une histoire entre elle et moi assez drôle. On a commencé par faire une photo de moi il y a très longtemps. Je pense qu'aujourd'hui, il y a à peu près justement 40 ans. Et cette photo, pour elle, elle a tellement réussi qu'elle n'a jamais voulu en faire une autre. À chaque fois que j'ai voulu faire des photos avec elle, elle m'a dit « Plus jamais, Sonia, je ne ferai de photos avec toi ». Les filles n'ont pas le sentiment d'être leur mère. En tout cas, je suis très, très attentive à ce qui se passe, à ce qu'elles veulent, à ce dont elles ont besoin. Je suis très, très juste, très, très juste. Il y avait Isabelle Weingarten, Manuela Papatakis, Bianca Jagger. Et il y a une fille que j'ai vraiment adorée, qui était magnifique, que j'ai vraiment formée, qui était Anne Rohar. Quelqu'un d'extrêmement joli, d'extrêmement différent. La première fois que je l'ai vue, elle ne savait pas marcher. Donc on lui a appris à marcher. Et elle est devenue un très grand mannequin. Mais j'aime beaucoup Inès de la Fressange aussi. Et Inès, c'est quelqu'un qui m'énervait parce qu'elle mangeait toujours des tartes et qu'elle est mince comme un fil. Ça m'agaçait. Et il y a comment s'appelle cette femme? Bon. La femme du président, Carla Bruni, que j'aimais beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'était une présence très, très, très bénéfique. C'était quelqu'un qui était très doux, qui lisait tout le temps. Très belle, très éclatante, très sylphide. Je suis extrêmement menteuse. Mais mentir, c'est créer. Le mensonge fait partie de ma vérité. C'est la beauté pour moi. Je suis Gémeaux. Et je suis double. Oui, je mens pour assurer. Je mens pour donner. Je mens pas pour rien. Je raconte pas des petites histoires bêtes. Je suis un mensonge qui dit toujours la vérité. Je crois que c'est Cocteau qui a dit ça aussi. Mais plus je dis la vérité, plus on croit que je mens. Alors j'ai décidé de mentir toujours. Mais ça me fait rire. Ça arrive, hein, 180 millions. Mais le sac, Nickel, super. On connaît comme ça, hop. On se lève, ceux qui se lèvent, on se lève, ok, on se rassoit. Cet appartement, c'est un endroit que j'ai trouvé par hasard, comme ça, en me baladant. Quelque chose entre le ciel et la terre, environné de verdure, environné de soleil, du ciel. La lumière vient des deux côtés, c'est-à-dire que le matin, j'ai le soleil à partir de 8h30 et le soir, j'ai le soleil jusqu'à minuit. Parce que chez moi, c'est pas pareil que chez les autres. Les autres ont la lune, moi j'ai le soleil. Quand j'entre chez moi et que j'ouvre la porte, je suis, comment dire, happée par quelque chose qui n'est qu'à moi. Et que j'embrasse, que j'emporte dans mes bras comme si c'était un énorme bouquet de fleurs. J'ai fait beaucoup de voyages, mais c'est vrai que il n'y a de vrais voyages qu'en profondeur, comme dit Marguerite Duras. Ou aussi
On pourrait dire qu'on voyage autour de sa chambre, ou dans sa chambre, ou dans son lit, ou sur son oreiller, ou avec des coussins. J'ai fait énormément de voyages aussi sur l'intemporalité. C'est-à-dire que j'ai beaucoup travaillé sur cette femme qui correspond à ce qui se passe dans le monde. J'ai pas envie qu'elle change, j'ai envie qu'elle avance. J'ai des clientes qui viennent acheter le pull vert que j'ai fait en 72, qui est reconduit chaque année, en 73, 74, ni tout à fait le même, ni tout à fait un autre, encore une fois. Il y a toujours quelque chose qui a bougé, toujours quelque chose qui a glissé. Il y a toujours quelque chose qui a fait que ce pull, il a le corps de 1972, les épaules de 1973 et les manches de 1974, parce qu'on est en 74, en 73 ou en 72. Il y a toujours quelque chose qui bouge, et c'est pour ça que c'est pas démodé. J'ai oublié certaines choses. Et je me dis, mais c'est moi qui ai fait ça, mais je ne me souvenais plus vraiment que j'avais fait ça. Et ça me fait repartir sous d'autres cieux, sous d'autres rivages. Et ça me fait recommencer à travailler autrement. Je ne peux pas rester tranquille. Voilà, l'intranquillité de Pessoa, je n'ai pas envie d'en parler parce que pour moi, je ne voudrais pas qu'on sorte du mot, de ce mot intranquillité. Je trouve que c'est un mot qui résonne comme si tu avais des graviers et que tu pouvais marquer intranquillité avec des graviers et puis après tu soulignes et tu t'en vas. Qu'est-ce que je ne supporte pas? Qu'est-ce qui m'insupporte? De séduire quelqu'un et de ne pas arriver à le séduire. Un enfant, un homme, une femme. Bah oui, ça arrive. Je ne supporte pas. Ça m'agace. Où il y a des gens que je ne supporte pas, mais vraiment. Et quand je ne les supporte pas, mais ça peut être des gens que je dois voir, que je dois rencontrer pour des raisons quelconques, importantes même. Je leur dis de partir. Il y a des choses dont je me fous complètement. Mais je ne peux pas dire quoi. Parce que je ne sais pas, c'est par moment. Mais je suis toujours très fidèle. Même quand je suis infidèle. Qu'est-ce que c'est que la fidélité? C'est d'être fidèle complètement, c'est de donner à l'autre ce dont il a besoin. Mon mari, mon premier mari, était vraiment quelqu'un qui un jour m'a dit « Maintenant, ça suffit, tu choisis entre moi et... » Et j'ai pas pu faire autrement, mais moi, personnellement, j'aurais pas voulu choisir. Il y a énormément de gens que j'ai adorés et qui sont morts, qui sont partis. Je trouve que c'est trop triste. César, Jean-Claude Brielli, Philippe Noiret, Frédéric Rossif, que j'ai beaucoup aimé aussi. Christian Bourgois, encore un autre qui est parti et qui était fabuleux. Tu te dis sans arrêt, mais pourquoi? T'as envie de leur parler, t'as envie de leur téléphoner, t'as envie de leur dire est-ce que tu veux venir faire ça, est-ce que... Et puis voilà. Warhol aussi. À New York, je l'ai regardé pendant tout le temps où il prenait mes photos. Il ne bougeait presque pas. Il me disait mets la tête à droite, mets la tête à gauche, pratiquement sans me regarder. Et quand j'ai reçu les tableaux, je me suis dit c'est pas possible. Et aujourd'hui, je trouve que c'est le plus beau tableau du monde. Et il m'a dit, je te reverrai à Paris. Il n'est jamais venu à Paris. J'ai beaucoup de peine. C'était quelqu'un qui était tellement proche, sans être là tout le temps. Vieillir, c'est terrible. Vieillir, c'est pas juste. Vieillir, c'est... Ça veut rien dire. Ça détruit, ça occulte, ça empêche, ça bouffe, ça détruit. C'est très difficile et il faut l'accepter, il faut le vivre, il faut... Ben oui, continuer, voilà, c'est vrai. Continuer, ne pas s'arrêter et dire qu'on continue jusqu'au moment où on ne peut plus. Je dors très mal, je suis très insomniaque. Et toutes les nuits, je refais le monde. Je refais les robes, je refais la politique, je refais les êtres. Ou alors je me récite
des poésies. Je suis le ténébreux, le veuf, l'inconsolé, le prince d'Aquitaine à la tour abolie. Ma seule étoile est morte et mon luth constellé porte le soleil noir de la mélancolie. Gérard de Nerval, c'est tellement beau, Nevermore. Le Lutetia, c'est le seul palace de la rive gauche. C'est un palace qui est posé sur un angle comme une proue de navire. On m'a demandé de refaire la brasserie, à refaire le bar. Et c'est quelque chose que je ne savais pas faire, que je n'avais jamais fait. Il y avait une identité fantastique à cause de l'histoire, à cause de ce qui s'est passé au Lutetia. Il fallait retrouver cette identité et ne pas trop déborder. Et alors j'ai fait ça avec Slavik, qui est quelqu'un qui est un architecte remarquable, charmant en plus. Et on arrive devant l'édifice Riquiel, qui ouvre Saint-Germain, tellement reconnaissable, tellement identifié. C'est très important, les vitrines. Accrocher quelqu'un, c'est très difficile. Donc il ne suffit pas de mettre un vêtement, il ne suffit pas de mettre un objet. Il faut en plus le tourner, lui insuffler quelque chose, comme s'il y avait ou du vent ou de l'air. Alors on arrive à la Bastille, il y a l'Opéra Bastille. J'ai toujours été très attentive aux musiques du défilé, toujours, toujours, toujours. J'ai utilisé des tas de musique classique magnifiques. J'adore le violon, j'adore le piano. Je suis quelqu'un qui ne se lasse pas d'entendre le concerto pour violon et orchestre de Beethoven, je ne peux pas m'en empêcher. Les musiques de mes défilés, maintenant c'est Nathalie qui s'en occupe, beaucoup plus que moi. Comme c'est beau le feu rouge. Le rouge, c'est une couleur qui te stoppe, qui t'arrête, qui t'enflamme, qui te perd. J'ai eu envie d'entrer dans un feu. Je me disais que, puisque souvent on m'a traité de sorcière, pourquoi pas? Pourquoi est-ce que j'irais pas dans ce feu? Et j'allais en sortir, j'allais passer par-dessus comme Moïse sur l'eau, et pas du tout. J'ai essayé une fois, dans un tout petit feu, mais j'ai été très brûlée. J'ai été très brûlée. Le Grand Véfour, il n'est pas là. Il est au Palais Royal. C'est un restaurant que j'adore. Et je me suis toujours demandé si Colette s'était penchée au point de tomber ou si elle était arrivée là beaucoup plus tard, et donc au moment où elle était déjà impotente. Elle avait un immense talent. Il y a énormément de gens qui m'ont dit « Mais écoutez, vous êtes comme Colette, vous ressemblez à Colette ». Je me suis rapprochée de Colette à cause de ça. On m'a demandé d'illustrer des livres de Colette. On m'a demandé de lire des livres de Colette. On m'a demandé de parler de Colette. C'est magnifique de se promener place Vendôme. L'endroit où il y a les plus jolis bijoux du monde. J'aime beaucoup les bijoux. Je suis comme Marilyn Monroe, sauf que je ne croque pas les diamants. Je les aime blanc-bleu, magnifiques, assez gros. Et je peux en avoir 10 à chaque doigt. Ça ne me dérangerait pas. Des diamants, des diamants, les diamants. Là, on passe devant le Ritz, c'est quand même important, ça. C'est un endroit magnifique, le Ritz. Entrer dans un hôtel, pour moi, avec un homme, c'est un délice total, un délire total, un bonheur total. C'est quelque chose que j'aime profondément, infiniment, et qui me trouble et qui me donne énormément de choses. Place de la Concorde, c'est une des plus belles places du monde, je trouve, moi. Avec l'obélisque et avec le Crillon à droite. Au Crillon, j'ai fait le bar. Je pense que j'ai fait un très joli travail. J'ai fait le bar avec César. César, je le connais depuis toujours, je l'ai toujours connu. C'est quelqu'un que j'ai toujours adoré. C'est quelqu'un qui m'a toujours aimé aussi.
J'étais très proche de lui, il était très proche de moi. Enfin, j'avais beaucoup d'admiration pour lui. Et il a fait le bar au Crayon parce que c'était moi, il me l'a offert. Ce bar m'appartient. Je leur laisserai, mais il est à moi. C'est magnifique, cette tour Eiffel. Mais c'est moi qui ai mis les strass. Et c'est pour ça qu'elle clignote le soir. Tous les strass, c'est moi qui les ai mis. C'est raconter des histoires, mais c'est normal. Moi qui ai toute ma vie adoré les strass et les brillants, que cette tour Eiffel ait été faite par quelqu'un d'autre. Je ne sais pas qui a pu avoir l'idée de faire ça, cette idée magnifique. C'est pas Mitterrand. Smile, you smile, be happy, be up. Rivière is fun, okay? Okay? C'est toujours au centre, up and down. Always work in the center, even up and down, on your way back to. Yes, happy. Woo. No pause. Just here. No pause, go to the end. Yes. Happy, go. Happy, yes, you can be happy. You can be happy, please. Alistair. All the girls, line up here, please. Tu vas t'amuser, hein? Tout le monde doit partir, là. Excusez-moi. Céline, tout le monde doit partir, là. Excusez-moi. Happy birthday. Tu lui mets pas un truc où il est... où elle est... Gabrielle. Gabrielle, attends, où sont les choses Gabrielle. Où sont les choses pour mettre dans les cheveux? Ah, voilà, les choses, elles étaient ici, ils les ont bougées, Madame Riquel. Alors venez, on va les voir. Où est-ce qu'ils Les sont, choses pour les choses Elles les sont barrettes pour mettre dans les cheveux. Ah voilà, on met ça. Ça ira très bien. Je peux mettre mon casque? À Saint-Germain-des-Prés.
sur France Télévisions. France 2, un cadavre en kit. Revers et Nadia cherchent la pièce manquante. France 3, tour du monde des plus belles rencontres de Faut pas rêver. France 4, nouveau regard, Olivier Delacroix parmi les tatoués et les percés. France 5, voyage aux confins de l'univers entre astéroïdes et trous noirs. France O, Francophonie fait une halte à Sannois pour applaudir les talents qui montent. Demain sur France Télévisions, vous aurez tous les choix.